Est-ce que j'ai fini de trier le linge de mes enfants? Oui. Est-ce que j'ai fini de laver leurs chaussures? Oui. Est-ce que je vais en finir avec ces intros de vidéos complètement... Ah, j'arrête. Et comment ils vont? Non, je vous jure, je vais pas faire le running gag à chaque fois, c'est juste que là, j'avais vraiment pas d'idée. Nous nous retrouvons sur la deuxième et je pense dernière partie, parce qu'en fait j'en ai un peu marre, de la vidéo sur le jargon des plantes addictes. Alors oui, effectivement, oui, j'ai abattu tout, enfin pas tout, mais beaucoup de mon boulot, que vraiment ça me gonflait. Donc bah voilà. Et le problème, c'est que tant que je n'ai pas fini cette vidéo jargon, eh ben je peux pas passer à la suite. Et entre autres la vidéo matériel, matos, que Jérôme peut arrêter de me dire mais vas-y fais-la. Et en fait, non c'est pas vrai, il a pas arrêté de me dire vas-y fais-la. Il me dit une fois, ouais ce serait bien que tu la fasses. Mais en fait, je me rends déjà compte que dans la première vidéo jargon, j'utilise du jargon que j'explique dans cette vidéo. Bon bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je vais finir ma fameuse liste, elle est toujours là, hein, elle est un peu plus dégueulasse que la dernière fois, vous ne voyez rien, mais on s'en fout. Donc dans cette vidéo, je vais parler... Oui, non, je finis mon idée. Oh, ouais, non, j'allais dire ça a un nom, ce syndrome, mais ça s'appelle la logorrhée, la diarrhée verbale également. Ouais. J'en ai déjà parlé, mais enfin bon bref. Donc tant que j'ai pas fait cette vidéo, je ne peux pas faire la vidéo sur le matériel. Or, je vais bientôt partir en vacances, et la vidéo sur le matériel, il faut que je la fasse ici, puisque mon matériel est ici, et qu'évidemment je ne vais pas l'emmener en vacances, vous avez compris. En vacances bien sûr. Marie, allez. Donc aujourd'hui, je vais essayer de décrypter... Bon, alors, il y a des trucs, ça va aller vite, hein, parce que honnêtement, je les ai listés, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire de les expliquer, mais sait-on jamais. Donc, je vais tout expliquer. Toujours sur la base des vidéos de Karen, parce que merci, elle est ma source d'inspiration, et puis en plus, c'est une fille formidable. Ça, c'était pour toi, Karen. Je vais parler de tout ce qui est phénomène physiologique des plantes, qu'on évoque nous. Alors attention, c'est pas exhaustif, hein. Pareil sur la première partie, hein, sur l'anatomie générale, j'ai pas fait 1/100e de tout le vocabulaire de botanique, enfin bref, clairement. Hein. Mais il y en a qui ont eu des retours et qui m'ont dit qu'ils avaient appris des trucs, donc cool. Donc je vais parler de tout ce qui est phénomène physiologique pour les plantes, et je vais également parler de tout le vocabulaire autour des pratiques des cultivateurs de plantes, de leur matériel, etc. Alors bon, la partie matérielle, je vais peut-être pas tant la détailler que ça, vu que j'en reparlerai dans la vidéo matérielle, vous avez compris. Bref. Allons-y tout de suite. Ah oui, alors, il y a une internaute également, oui, cette intro est extrêmement longue, m'en fous, c'est ce que je veux. Il y a une internaute qui m'a dit, ouais, est-ce que tu peux prolonger un petit peu les incrustations de texte des mots, parce qu'effectivement, je fais ça un peu vite. Ça va très vite dans ma tête, pas forcément dans le bon sens, mais trop vite. Et donc du coup, j'ai tendance à... Donc je vais essayer de faire l'effort de maintenir les mots un peu plus longtemps dans la vidéo, quitte à casser un peu la dynamique. Si tant est qu'il y a une dynamique à la base dans mes vidéos, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Donc, commençons tout de suite par tout ce qui est phénomène physiologique autour des plantes. Bon alors évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir, et je vais vraiment pas faire ça. Parce que je vais vraiment pas incruster le lien de la vidéo, je vous laisse aller voir. Premier phénomène dont on parle souvent, c'est le fait de raciner pour une plante. Eh bien, raciner pour une plante, c'est produire des racines, tout simplement. Hein, voilà. Bon, ça semblait un peu logique, mais enfin, je le précise parce qu'on dit je fais raciner, j'ai fait raciner en eau, j'ai machin, j'ai tout ça. Bon, raciner, c'est ça, c'est à partir d'une plante qui n'avait pas ou très peu de racines, c'est-à-dire souvent un cutting, hein, voilà, mais bon. Tiens, c'est où que j'ai mis cutting? Ah, c'est après. Je sais que je l'avais mis. Donc c'est à partir d'un plant qui n'avait pas ou très peu de racines, bah, c'est générer la repousse de racines. Alors là, je rentre pas dans les techniques, bon. De la même façon, ce qu'on appelle faire ramifier une plante, c'est sur la partie aérienne ce coup-ci, suite à une découpe, suite à tout ce que vous voulez, c'est générer à partir d'un rameau principal des rameaux secondaires. C'est ça que quand une plante se ramifie, bah, c'est qu'elle fait des nouveaux rameaux, donc de nouvelles petites tiges, d'accord? C'est ça, c'est pas un rejet, hein. Ramifier, c'est vous aviez votre tige principale, elle va se scinder à partir d'un nœud, à partir des bourgeons d'un nœud, elle va se scinder en 2, en 3, bon, ouais. C'est ça, faire ramifier une plante.
Parfois, les plantes addictes disent « ma plante est dégarnie du pied ». Alors maintenant, vous savez ce que c'est qu'un pied, hein, d'accord? Donc c'est un plant, hein, ok? Et c'est vrai qu'il arrive... Alors, je vous incrusterai des images à la volée si j'ai le courage. Et, il arrive qu'un pied parte bien, et puis pour X raisons, maladie, attaque, recherche de lumière, bon bref, il va se débarrasser des feuilles du bas. Ce qui, en soi, n'est pas forcément gênant, mais qui peut ne pas être très esthétique. Donc c'est ça, quand on dit c'est dégarni du pied, ça veut dire que ça a perdu ses feuilles à la base du plant, et puis bon après, en général, il y a des feuilles à la suite, mais voilà, la plante s'est débarrassée de ses premières feuilles, et donc du coup, ça fait des grandes lianes sans feuilles, au bout desquelles il y a ensuite des feuilles. Alors certains amateurs de plantes, dans ces cas-là, bouturent, coupent, parce qu'ils trouvent pas ça très joli. Bon, mais c'est ça que ça veut dire dégarni du pied. Il y a aussi l'appellation dérouler sa feuille. Elle déroule sa feuille. Alors ça semble évident, mais pas forcément, donc je l'explique. Certes, bon, il y a des feuilles d'arbres, il y a des feuilles de plantes qui vont se mettre en place de manière assez spontanée, assez naturelle, assez simple, assez facile. Et puis, il y a beaucoup de plantes aussi qui, lorsqu'elles mettent en place une feuille, mais c'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, les Hoya ne déroulent pas spécialement leurs feuilles. Elles mettent en place des toutes petites feuilles bien plates et puis qui vont grandir ensuite. Tandis que d'autres plantes, vont sortir des feuilles, soit prises dans le cataphylle, et maintenant vous savez ce que c'est, soit tout simplement enroulées sur elles-mêmes et qui vont devoir se dérouler, se déployer pour ensuite aller capter la lumière solaire et compagnie. Et parfois ça se passe mal, c'est pour ça aussi qu'on parle du déroulement des feuilles, parce que parfois ça se passe pas bien, ça se déroule pas bien, on est très tenté d'aider la plante à se dérouler, ou je le fais carrément, je sais que c'est pas forcément l'idée du siècle, mais bon. Donc là par exemple sous les yeux, j'ai comme exemple de plantes qui ont des feuilles enroulées au départ et qui les déroulent, les Maranta, mais chez elles, le déroulement de la feuille se fait plutôt bien, mais par exemple chez les philodendrons notamment, et notamment les philodendrons velvet, hein, ceux qui collent un petit peu, enfin ceux qui sont un petit peu velours. Moi j'ai souvent des soucis de déroulement de feuilles et il faut un petit peu que j'aide voilà, au déroulage, et parfois ça se passe pas bien et la feuille, une fois déployée, emporte les cicatrices. Bon. Donc c'est ça, dérouler sa feuille. Dans un tout autre registre, on va parler d'acclimatation d'une plante. C'est quand c'est tout simplement quand une plante doit s'habitue aux nouvelles conditions. Elle était dans certaines conditions, on la change de conditions parce qu'on vient de l'acheter, parce qu'on vient de la recevoir, parce qu'on la bouge de pièces, parce que tout ce que vous voulez, et on la met en acclimatation. Donc voilà, nous on dit tout souvent ça, je l'ai mise en acclimatation, je vais la laisser en acclimatation, machin. Comme le nom l'indique, ça veut dire qu'on la laisse reprendre ses repères. Parce que ça semble idiot, j'allais dire con, je l'ai dit, mais c'est pas de la... Enfin, j'allais dire c'est pas de la laitue, mais si, mais même la laitue, certainement, il faut l'acclimater, j'en sais rien, j'ai jamais fait de culture de laitue, mais c'est quand même... Je vous rappelle qu'une plante, c'est un être vivant. Donc, vous lui modifiez d'un coup son environnement en termes d'hygrométrie, en termes de température, en termes de luminosité, tout ça, ça va lui faire tout drôle, hein, comme quand vous prenez un être humain, vous le faites passer du Mordor au tarmac d'un aéroport en Asie du Sud-Est, ça va lui faire tout drôle. Voilà. Donc il y a un temps d'acclimatation, voilà, donc la plante, faut la laisser s'acclimater. C'est pour ça qu'on parle de ça. Après ça marche pas, il y a des plantes qui s'acclimatent jamais, il y a des plantes qui mettent des mois à s'acclimater. Et au début ça va être catastrophique, mais tout n'est pas perdu, sachez-le. Alors ensuite, il y a deux trucs en rapport avec la coloration des feuilles. Donc moi je vous avais parlé des plantes variegata, des plantes à splash, des plantes machin, half moon et compagnie. Il y a la notion de réverser. Parfois vous allez entendre parler de plantes qui ont réversé. Et c'est typiquement des plantes qui avaient à la base des panachures, des variégations, etc. Donc des décolorations de leur limbe. Et puis qui, pour des raisons soit génétiques, soit épigénétiques, c'est-à-dire liées à l'environnement, vont réverser, c'est-à-dire vont perdre ces variégations qui avaient fait qu'on les avait achetées et éventuellement fort cher. Donc énorme somme pour les cultivateurs de plantes d'intérieur. Quand vous avez acheté un pied variegata, très bien variegata, et que il pousse, et puis à un moment il met en place des feuilles intégralement vertes, genre mais vraiment aucun intérêt entre guillemets, vous avez un peu le seum. Bon, alors là je vais pas rentrer dans les détails de à quoi c'est dû, ça peut être dû aussi à un aspect nutritif de la plante, pas assez d'engrais, pas les bons, tout ce que vous voulez. Bon, là je rentre pas dans les détails parce que également
Je n'y connais pas grand-chose encore. Enfin, c'est-à-dire c'est des sujets, il y a des histoires de cytokinine, etc. Et j'ai vraiment, là, ça devient prise de tête, hein, l'histoire. Donc, bon. Donc, voilà, la plante peut se mettre à réverser, c'est-à-dire redevenir complètement verte. Ce n'est pas grave. Elle n'est pas en mauvaise santé pour autant, c'est juste qu'elle a perdu cette particularité pour laquelle on l'avait achetée. Donc, chiant. Voilà. Alors après, dans un délire similaire, mais qui n'a rien à voir d'un point de vue des processus, c'est tout ce qu'on appelle sun stress. Il y a des plantes dont les vidéastes parlent, ou les amateurs de plantes parlent, en disant « Ah, elle me fait un beau sun stress, elle fait un joli sun stress, etc. » Alors tout est dans le terme, hein. Ce sont des plantes qui, lorsqu'elles sont exposées à une lumière très vive, directement en provenance du soleil, etc. Mais je pense qu'on peut générer des sun stress si on a un éclairage horticole de ouf, qui patate, c'est possible aussi. Et bien, sous l'effet du sun stress, la plante va développer de nouveaux pigments. Et en général, en fait, elle va surtout perdre un peu de chlorophylle au profit d'autres pigments plus protecteurs pour elle, en fait. C'est pour ça, hein, c'est pour se protéger de l'excès de lumière qu'elle va faire ça. Ça se voit pas mal sur les cactées succulentes quand vous les exposez, ou les cactus épiphytes et les trucs comme ça, quand vous mais même les Hoya. Mais en fait, plein de plantes, hein, parce que j'allais penser, je pensais aux Pink Princess, aux White Princess qui se met à devenir un peu rose, etc. Bon. Quand la luminosité est très intense, bah voilà, certaines plantes génèrent certains pigments. J'avais dit, oui, bah, anthocyanes, non, pas du tout. J'ai du mal, j'ai xanthophile, j'ai tout ça dans la tête, mais non, mais souvent c'est des pigments un petit peu rouge-orangé, plutôt rouge d'ailleurs, voire rosé, bon bref, et ça les protège en fait de l'excès de lumière, mais après c'est pas mauvais pour elles, hein, c'est juste, après ça leur donne une teinte un peu rose, pourpre, etc., typique d'une plante qui a été très exposée à une lumière très vive. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le sun stress. Et alors ça se réverse, hein, le sun stress, si vous la réexposez à une lumière plus douce, bah, les nouvelles feuilles qu'elle va mettre en place, voire les feuilles qui étaient atteintes de sun stress, vont réverser en vert. Moi, ça m'était arrivé avec une aloe vera, par exemple, que j'avais oubliée au soleil un été, violette, alors qu'à la base, le reste de l'année, elle était verte. Et quand je l'avais rentrée, elle était redevenue verte. Autre expression qui pour le coup n'a rien à voir avec la coloration, c'est l'expression faire une cale. Alors, je vous renvoie à une autre vidéo qui a été un flop d'ailleurs, je vous ai pas donné de nouvelles, il faudra que je le fasse dans une FAQ. Alors là, c'était une cagade. Et j'ai même pas d'image pour le documenter tellement j'avais le seum. C'est quand j'avais débité mon euphorbes gigantesque qui n'allait pas bien, qui était en train de pourrir. Je l'ai débité, j'ai pourtant tout fait bien, mais il y a un truc que j'ai mal fait. Et c'est l'origine de mon échec, mais rappelez-vous quand je vous avais dit, donc c'est souvent faire une cale, c'est plus pour les plantes succulentes et les cactées. Hein. C'est quand on coupe une feuille, une tige, une feuille ou une tige en général, hein, bien charnue comme ça. Il faut pas tout de suite la remettre en substrat. Mauvaise idée parce que ça risque de moisir en fait. C'est-à-dire cette plaie ouverte qu'on a faite en coupant l'organe en question, il faut le laisser sécher. Mais il faut le laisser sécher longtemps, mais vraiment longtemps pour que ça cicatrise et que ça forme une sorte de croûte qu'on appelle le cale. Le cale, je crois que c'est bien ça. Donc c'est ça, former une cale. Eh ben voilà, du coup, former un cale, je ne sais pas, j'en sais rien. Monsieur Robert, au secours. Former un cale, c'est ça, c'est vraiment laisser bien la plante cicatriser, sécher. Alors attention, je dis que ça se fait pour les cactées et succulentes, mais cela dit, en toute rigueur, attendre quelques heures avant, quand vous coupez une bouture, même d'une plante d'une autre catégorie, type aracée, etc., couper une bouture et la laisser légèrement sécher, au moins juste légèrement sécher, quelques heures, c'est pas plus bête, parce que bah, il va se former une sorte de voile de protection, si vous voulez, le cale, qui va éviter l'entrée de pathogènes, hein, tout simplement. Voilà, c'est comme laisser cicatriser à l'air libre une plaie. C'est un peu la même chose. Autre terme, alors ça va aller vite, c'est tout ce qui est notion de étiolement, étiolage, enfin une plante qui s'étiole, s'étioler. On parle d'une plante qui s'étiole quand elle va favoriser la croissance des interneux, donc entre deux nœuds, le long de la liane ou de la tige. Elle va favoriser la croissance des interneux plutôt que le développement des bourgeons au niveau des nœuds. Et ça, en général, principalement, c'est lié à un manque de luminosité. En fait, elle va faire ça pour aller chercher de la lumière. Sauf que le problème, c'est qu'elle se fragilise en faisant ça, et que notamment si vous faites germer des semis, si vous avez un petit potager, etc., vous le savez, si les semis sont pas assez exposés à la lumière, au moment de leur développement, de leur germination, alors la germination en soi n'a pas vraiment besoin de lumière, mais
une fois que les plants sont sortis, il faut vraiment qu'ils soient bien exposés parce que sinon ils vont filer comme ça. Et puis ils vont éventuellement se casser la gueule, se taper une fonte du collet comme je l'avais expliqué. Donc c'est ça, une plante qui s'étiole, c'est une plante voilà qui file vers la lumière et qui du coup est pas costaude, vous voyez. Typiquement les runners, c'est une forme de plante qui s'étiole. J'allais dire d'étiolage, d'étiolement, je pense que les mots n'existent pas, je ne sais pas. À nouveau, monsieur Robert, please. Donc voilà pour une plante qui s'étiole. Alors, autre terme, plus à voir avec d'autres plantes, tout ce qui est dormance. J'ai mis ma plante au dodo, j'ai mis mes caladiums au dodo, les alocasias sont partis au dodo. Je pense à ces deux catégories de plantes parce que c'est vraiment toutes les plantes en fait qui ont des tubercules, des bulbes, des rhizomes, des organes de réserve en général. Bah parfois quand les conditions sont pas bonnes, la plante détecte que les conditions sont pas ok. Alors normalement dans la nature ça marque un changement de saison par exemple, arriver sur la mauvaise saison ou quoi. Et ben la plante comprend que ça sert à rien de s'acharner à foutre en place des feuilles. Encore une fois, elle ne comprend pas. Hein, vous comprenez, c'est de l'extrapolation là que je fais. C'est pas la plante qui comprend. C'est que l'évolution a fait que ce système a été mis en place. Donc elle détecte que c'est pas le moment de foutre en place des feuilles parce que de toute façon les conditions sont pas bonnes. Donc elle se débarrasse de ses feuilles. Elle se débarrasse de sa partie aérienne et elle va rapatrier toutes ses réserves dans son organe de réserve, justement, de survie, qui est le bulbe, le tubercule, le machin, le rhizome. Et donc, elle se met en dormance. Elle n'est pas morte. Alors après, tout est dans la conservation du tubercule, du rhizome, de tout ce que vous voulez, que ça pourrisse pas. Il faut arrêter d'arroser dans ces cas-là. Hein. La plante, elle fait fondre ses racines. Elle dit, bon, ok, là, vraiment, les conditions sont pas bonnes, j'arrête tout. J'arrête tout, visiblement, la personne qui s'occupe de moi n'a pas compris, ou elle ne vit pas dans les bonnes conditions. Donc, voilà, elle vire les parties aériennes, les racines, elle conserve toutes ses réserves énergétiques dans son organe de réserve, jusqu'à ce qu'un jour, les conditions soient bonnes. Donc, typiquement, avec les alocasias, par exemple, bah, y a des fois, elles vous disent, ciao, sérieux, ciao, tes conditions, c'est pas possible pour moi, j'arrête. Et vous voyez les feuilles qui... les unes après les autres. Mais ne balancez pas tout. Ça a l'air d'être crevé. Vous pouvez dépoter, sortir le tubercule, sortir le bulbi. Alors moi, carrément, je le fais même pas, ça. Je le laisse en terre et j'arrête d'arroser. Et quand je vois que les conditions sont un peu meilleures, quand je vois que ça va mieux, quand je sens que c'est l'occasion, que elle s'est bien reposée, si vous voulez, surtout laissez bien les feuilles fondre comme ça, parce que c'est au moment où les feuilles fondent. Ne les coupez pas tout de suite. Laissez bien toutes les réserves se rapatrier avant, parce qu'elle rapatrie vraiment sa sève, notamment sa sève élaborée, dans l'organe de réserve. Donc vous attendez que tout soit comme ça, là vous coupez, vous lui foutez la paix pendant quelques mois, puis après vous retentez aux aubes un petit arrosage. Gentil, hein, gentil, juste pour la réveiller, comme le petit baiser de la Belle au bois dormant. On en parle du consentement dans la Belle au bois dormant ou pas? Bon, bref. Donc voilà, clac clac, et puis ça repart. Alors ça peut ne pas repartir si votre tubercule, votre bulbe est resté trop longtemps humide, il a moisi, etc. Bon bah là ça marche plus. Hein. Mais vous pouvez comme ça conserver des bulbes, des bulbilles, des tubercules très très longtemps. Donc c'est ça la mise au dodo, la dormance. Je pourrais vraiment détailler, je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur le sujet, mais vraiment je n'ai pas le temps. Ensuite, 3 termes, voire 4, qui vont ensemble, mais le 4e je l'ai traité dans ma dernière vidéo, ou mon avant-dernière vidéo. C'est tout ce qui est turgescence, plasmolyse, stress hydrique, guttation. Donc tout ça, c'est rapport à la gestion de l'eau dans la plante. Ce qu'on va appeler un stress hydrique chez une plante, c'est, comme son nom l'indique, c'est le fait qu'elle manque d'eau. Alors chez certaines plantes, ça va se manifester par des feuilles qui jaunissent. À l'inverse, les feuilles peuvent jaunir à cause d'un excès d'eau, mais c'est une forme de stress hydrique aussi hein, pour elles. Chez d'autres plantes, je pense au maranta, mais il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des... Il me semble que certaines calathea le font, bon bref. La plante va s'enrouler sur elle-même et vous dire très clairement que là, il est temps d'arroser. Bon bref, donc manque d'eau ou excès d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle un stress hydrique. Et globalement, il y a 2 processus. En fait, ce sont les cellules de la plante. Ce qui fait que la plante la feuille va s'enrouler sur elle-même ou jaunir parce que les cellules explosent. C'est parce qu'en fait, voilà, les cellules végétales se gorgent ou se vident de leur eau selon les besoins. Quand les cellules se gorgent d'eau, c'est ce qu'on appelle la turgescence. Donc c'est ce qui fait que quand une plante manque un peu d'eau et fait un peu floupe là comme ça, comme mon cardinalis là, bon bref,
vous l'arrosez et quelques heures plus tard, vous repassez et bup, elle s'est regonflée en fait. Bah oui, ce qui fait l'armature d'une plante, ce sont ces fameuses cellules végétales doublées d'une paroi pectocellulosique un petit peu rigide. Bah, quand la cellule est vide de son eau, tout ce petit monde est tout flop. C'est ce qu'on appelle la plasmolyse, pour le coup. Et quand tout ce petit monde se gorge d'eau, bah, ça redresse le squelette comme ça. Et c'est ce qu'on appelle l'état de turgescence. Voilà, plasmolyse, turgescence. Et alors, quand il y a un léger excès d'eau, certaines plantes ont développé une technique, et notamment les plantes d'intérieur, parce que, oui, ça existe dans les plantes d'extérieur, mais c'est quand même moins commun. Bah, il y a le phénomène de guttation, c'est-à-dire il y a un excès d'eau, là, c'est bon, les cellules sont bien gorgées, mais pour autant, il y a encore de l'eau au pied, et bah, la plante va évacuer l'excès d'eau par la pointe des feuilles, par le pourtour des feuilles, c'est ce qu'on appelle la guttation. Donc, vous avez des gouttes d'eau qui tombent comme ça. Phénomène qui réveille régulièrement Froufrou quand il fait sa sieste dans mon lit, parce qu'il se prend des gouttes. C'est le supplice de la goutte là. Ça le réveille. Mais alors, pensez-vous qu'il ait l'idée de se décaler? Pas du tout. Hein. Il se rendort, il se refait réveiller, donc c'est assez rigolo à voir. On a fait le tour de tout ce qui est phénomène. Maintenant, on passe à tout ce qui est matos, technique, machin. Bon, alors, pot, cache-pot, soucoupe, je pense que là, c'est peut-être pas la peine d'aller expliquer. J'en parlerai dans le matos, et puis voilà, on va faire comme ça. Quand je parle de substrat, et ça me revient tout le temps en bouche, et tous les amateurs de plantes, vous vous dites passer en substrat, mettre en substrat, quel substrat j'utilise? Bah, en fait, un substrat, grosso modo, c'est un support de culture pour une plante solide. D'accord? Qui n'est pas l'eau. Qui n'est pas liquide. Après, en termes de gamme de substrats, vous avez des substrats organiques type terre, terreau, etc. Des substrats minéraux type pont, perlite, vermiculite, tous ces trucs-là. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des avantages et des inconvénients de chacun, en plus je crois que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est ça qu'on appelle un substrat, c'est un support de culture. Voilà. Mais solide, pas de l'eau. D'accord ? Le pont, donc, je viens de l'expliquer, c'est un substrat minéral composé d'un mélange de zéolite et de je ne sais plus quels autres éléments minéraux et d'un peu d'engrais sous forme d'osmocote. Et ça, je l'ai expliqué dans une vidéo également. Donc, le pont, c'est une forme de substrat minéral qui permet de faire de la culture qu'on dit en hydropassive, c'est-à-dire avec la plante qui a toujours un fond d'eau à la base de ce substrat en pont et l'eau remonte par capillarité vers les racines, ce qui n'est pas le cas quand on a un substrat type terreau, etc., où on arrose, on laisse drainer et on vire l'eau excédentaire pour éviter les moisissures. Bon, bref. Il y a une internaute qui m'a parlé de tout ce qui était tissuculture, ticiculture. Alors, il y a plein de piticiculture. Bon, bref, il y a plein de façons de le dire. Ça, c'est un autre mode de culture encore. C'est pas vraiment de l'hydroponie. Enfin, en fait, c'est de la culture tissulaire. C'est-à-dire qu'on va prélever des petits tissus de certaines plantes, les faire se multiplier vraiment en labo dans des tout petits contenants à substrat soit hydrique, soit c'est de la gélose, soit c'est des tissus extrêmement fins. Bon, je connais pas la technique totalement par cœur, je sais que ça se fait aussi pour la culture de tissus animaux. Donc ça, c'est encore une autre méthode, mais ça permet de multiplier les plantes assez rapidement, de façon très efficace, et de conserver leurs caractéristiques génétiques. C'est ce qui nous a permis d'accéder, voilà, par exemple, un philodendron Pink Princess, il y a encore 5 ans, ça coûtait un rein. Et maintenant, vous avez des pinks vraiment pas chers en magasin. Bah, c'est ça qui fait que certaines plantes deviennent accessibles, c'est que leur mode de culture a été accéléré à l'extrême, très sécurisé, très facilité par ça. Par la ticiculture, bon, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'en fait, les plantes deviennent abordables. Ce sont pas des souches mères, ce sont pas, comment dire, c'est pas un plan originel, c'est du clonage en fait. En laboratoire, bah ouais, forcément c'est moins cher. Enfin, ça semble pas logique, mais ça rend les choses moins chères. Voilà pour ça. Après, il y a tout ce qui est rempotage, etc. Alors, rempoter une plante, c'est prendre une plante qui était dans un pot et la passer soit juste dans un autre pot, en changer le substrat, etc. Parce qu'on décèle qu'il y a un problème, bon. Soit la passer dans un pot un peu plus grand, parce qu'elle a grandi, hein, tout simplement, donc il faut lui octroyer plus d'espace. C'est ça ce qu'on appelle rempoter, c'est passer d'un pot à l'autre, hein, en fait. Hein. Voilà. Alors, quand on rempote, on peut changer la qualité du pot, mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo sur le matériel. Parfois, on fait pas un rempotage total, c'est-à-dire juste,
on a constaté que le terreau avait un peu, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le substrat avait légèrement fondu, c'est-à-dire les racines deviennent légèrement apparentes à la surface. Bon, et puis surtout quand on a des plantes d'un beau calibre, parfois un peu flemme de rempoter. Donc ce que font les personnes, c'est que parfois juste, elles remettent du terreau neuf en surface, c'est ce qu'on appelle surfacer. Donc on remet juste du terreau neuf en surface, ce qui fait que bah, les nutriments de ce nouveau terreau vont passer dans la motte racinaire. Ah oui, la motte, c'est l'ensemble des racines, bon bref. Donc les nouveaux nutriments vont alimenter un petit peu plus la plante, mais on a un peu flemme de la changer intégralement de peau et de substrat, donc on fait comme ça s'appelle surfacer. Après, vous avez également un terme qui s'appelle borner. Alors quand on rempote, on essaye de faire en sorte que tout le substrat aille bien entre les racines. Voilà, donc on laisse courir un peu et puis on va bien vérifier que du substrat englobe toute la masse, enfin recouvre toutes les racines, qu'il n'y ait pas des racines collées directement au pot, en tout cas dans un premier temps. Et ben c'est ce qu'on appelle borner, c'est-à-dire vraiment faire passer bien le substrat sur les bords, voilà, du pot. Voilà, ça s'appelle borner, sachez-le. Autre pratique en cas de rempotage ou pas, d'ailleurs, ça peut se faire secondairement, c'est tout ce qu'on appelle le paillage, pailler. Alors évidemment, ça vient du mot paille, parce que le principe du paillage, c'est de mettre de la matière à la surface de son substrat, d'accord, quel qu'il soit, pour conserver un peu d'humidité, mais éviter une accumulation trop d'eau. Alors tout dépend du paillage que vous utilisez en fait. Il y a des gens qui paillent justement pour conserver de l'humidité, donc ils paillent avec des, soit de la paille, soit des résidus végétaux, etc. Donc déjà, ça va conserver une couche d'humidité au pied de la plante. Ça va apporter également par la décomposition du paillage, si c'est du paillage organique, ça va apporter des nutriments aux plantes et au sol, ça va nourrir le sol. Et puis vous avez aussi des paillages minéraux, notamment ça se fait beaucoup pour les cactées, les succulentes. Moi je le fais, alors c'est soit décoratif parce qu'on trouve ça joli, soit ça permet de préserver le fameux collet dont je vous avais parlé, qui est sujet aux moisissures, etc. Quand vous paillez un petit peu au niveau du collet, la plante est maintenue, mais l'eau qui va tomber au pied de la plante va pas stagner, elle va passer directement avec du paillage minéral, alors ça peut être du sable de rivière, des machins, elle va passer directement au terreau et elle va éviter que la plante ne stagne trop dans l'eau à sa base. Voilà. Après, il y a certainement d'autres raisons de pailler. Enfin, alors si, on peut pailler aussi avec du manado, de la pouzzolane un peu fine, de petit calibre, pour éviter que les aleraudes ne viennent pondre dans le substrat. C'est une possibilité aussi. Donc il y a plein de façons de pailler, mais donc pailler, c'est recouvrir la surface du substrat avec une matière, soit minérale, soit organique, soit un mix des deux, j'en sais rien, faites bien ce que vous voulez, mais c'est ça, pailler. Voilà. Tutorer, c'est mettre un support, quel qu'il soit. Il y a des supports plastiques, il y a des supports coco, il y a des supports c'est du bois, moi je récupère des branches, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mettre un support pour souvent des plantes grimpantes, mais ça peut être pour des plantes aussi qui ont tendance à un peu se casser la binette comme ça, qui ont besoin momentanément en tout cas d'être un petit peu aidées dans leur pousse. Voilà, c'est mettre un support et puis accrocher sa plante, c'est ça, tutorer, c'est ce qu'on appelle un tuteur, quelqu'un qui aide la plante, enfin quelque chose qui va aider la plante à s'élever. De même que chez les humains, les tuteurs sont des personnes accompagnantes qui vont aider quelqu'un dans une situation où il a besoin d'aide. T'as compris ou pas? Autre expression fréquemment utilisée, fournir la potée. Ah, ça va me permettre de refournir ma potée. Mais quoi? Donc la potée, donc vous avez compris ce que c'était, c'est un ensemble de plusieurs pieds dans un pot, d'accord. Et puis parfois on trouve que il y a 2-3 pieds qui se battent en duel, notamment pour les plantes qui tombent là comme ça, on va en reparler. On trouve ça un petit peu, c'est un peu dégarni, c'est pas beau. Enfin, il y a des trous, on voit la terre, bon bref. Donc il y a des gens qui disent je regarnis ma potée, c'est-à-dire ils ont fait des boutures de la plante en question, l'ont fait raciner, tout ce que vous voulez, et ils remettent au pied dans la potée là comme ça, ils rajoutent des pieds en fait, ils rajoutent des plants, pour que ce soit plus fourni. Voilà, fournir la potée. Mettre en eau, c'est vous faites une bouture, vous la foutez dans l'eau, mais là je crois que vraiment vous n'aviez pas besoin de moi pour comprendre ça. L'hydropassif, je l'ai déjà expliqué. Le drainage, on dit souvent, nous autres amateurs de plantes, j'ai augmenté la part de drainage, il va falloir mieux drainer cette plante, elle a besoin de beaucoup de drainage. Qu'est-ce que c'est le drainage? Et en plus je l'ai déjà utilisé ce mot, je l'ai même pas expliqué, vous voyez. Vous voyez l'intérêt de cette vidéo, mais je savais que ce serait intéressant.
ça se trouve, ça va faire un flop. C'est pas... Le drainage, c'est utiliser, drainer quelque chose, c'est faire en sorte que l'eau s'écoule mieux à travers. Que l'eau ne stagne pas au pied de la plante. Donc quand on augmente le drainage, alors on peut le faire avec un tas de choses différentes, souvent avec du minéral, de la perlite par exemple, mais ça peut être avec plein d'autres choses, de la pouzzolane, des billes d'argile à la base de son pot. Le but du jeu étant que l'eau ne stagne pas, ce qui peut occasionner un risque de moisissure au niveau des racines, mais qu'elle s'écoule bien. Donc plus vous foutez du drainage dans votre substrat, dans votre terreau, etc., plus l'eau, en fait c'est très simple, quand vous allez arroser votre plante, mauvais drainage, vous arrosez votre plante et l'eau met 1000 ans, vous voyez, à s'échapper. Vous voyez le truc? Ça se gorge et puis ça laisse une flaque pendant plusieurs minutes, enfin vraiment c'est très long. Alors qu'un truc bien drainé, vous arrosez, ça part en douche. Faut pas toujours trop drainer les plantes, il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup de drainage, d'autres moins. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qu'on appelle le drainage d'une plante, c'est modifier son substrat pour faire en sorte que l'eau s'écoule plus ou moins bien en fait. Ouais. Et ça, faut avoir un petit peu l'œil, il faut avoir un peu de connaissance, faut regarder comment va sa plante. Il y a des plantes, sur le papier, elles n'ont pas besoin de drainage et vous la regardez, elles font vraiment la gueule, vous les regardez, elles font vraiment la gueule et vous vous dites, ah, bon, là, je vais augmenter le drainage, là, je vais faire un petit rempotage, j'augmente le drainage parce que là, vraiment, l'eau, ça fait et ça va pas. Bassiner une plante, oui, bon, je l'explique quand même. N'hésitez pas à les bassiner. Bassiner, c'est-à-dire... Et c'est bassiner une plante, c'est non pas l'arroser par le dessus comme ça, mais carrément immerger toute la motte avec le pot, hein, avec le pot parce que sinon tout se casse la figure. Hein. Immerger la plante intégralement dans une bassine d'eau. Voilà. Mon papa faisait toujours ça et les anciens faisaient toujours ça avec notamment les orchidées. Je revois mon père depuis que je suis petite bassiner les orchidées dans l'évier de la cuisine, ce qui rendait ma mère complètement folle parce que ça en foutait partout, mais voilà, c'est ça, bassiner une plante, c'est non pas l'arroser par le haut, mais l'arroser par le bas, carrément immerger toute la motte et la sortir ensuite, une fois qu'elle s'est bien imbibée d'eau, laisser l'eau s'écouler et puis la remettre. Ce qu'on appelle mettre en suspension, alors encore une fois, les fans de plantes, vous savez, ah je l'ai mise en suspension, voilà. Bah oui, mais c'est pas forcément compréhensible, enfin même si je pense que si, mais... y a des plantes qu'on peut mettre en pot et les faire grimper grâce à un tuteur. Il y a des plantes qui n'ont pas besoin de tuteur, qui ont un port naturellement comme ça, buissonnant, etc. Donc on les laisse dans leur pot. Puis il y a des plantes qu'on peut tout à fait accrocher en hauteur, d'accord? Donc mettre en suspension et laisser, c'est mon deuxième terme, c'est mon terme suivant, laisser cascader, c'est-à-dire laisser tomber. Voilà. Alors dans la nature, vous avez les deux cas de figure. Vous avez des plantes qui partent du sol et qui vont monter contre d'autres plantes, contre d'autres supports. Puis vous avez au contraire d'autres plantes qui vont se développer en hauteur et qui vont laisser cascader leurs lianes, etc. Donc, après, il y a des plantes où on peut faire les deux. Typiquement le pothos, vous pouvez tout à fait le laisser cascader après l'avoir mis en suspension. Ou alors, au contraire, le faire monter du bas et le faire prendre sur un tuteur. Il va vous faire des grosses feuilles. Bon, ça, c'est vraiment un choix, ça dépend ce que vous voulez faire avec votre plante. Après, il y a des plantes qui s'y prêtent pas du tout. Vous prenez une cactée, non, c'est même pas vrai, il y a des cactées qui cascadent, donc c'est genre la queue de singe. En fait, ça dépend des plantes, quoi. Prenez un rosier, vous le mettez en suspension, vous attendez qu'il cascade, je pense que ça va être compliqué, hein. Ou alors, il y a des espèces de rosiers grimpants aussi, donc en fait, je ne sais rien. Donc en fait, c'est un peu ce que vous voulez. Bon, bouturer, j'ai déjà expliqué. Bouturer, donc moi, c'est couper une partie. Donc ça, j'ai expliqué. Ce qu'on va appeler un cutting, c'est une bouture qui est en fait une succession de deux interneux. Vous allez avoir un bout d'une tige avec ou sans feuilles. Parfois, vous pouvez acheter des cuttings ou faire des cuttings qui n'ont pas de feuilles. Des petits tronçons comme ça. Vous avez au moins un nœud, parce que si vous n'avez pas de nœud, ça va pas marcher. Et le faire prendre, ça peut marcher. C'est ça qu'on va appeler un cutting. Après, vous avez tout ce qu'on appelle des boutures de tête, c'est-à-dire vous prenez votre plante, vous prenez la partie terminale, les dernières feuilles sorties de votre plante sur un rameau, vous coupez, et c'est ça que vous allez faire bouturer, raciner. C'est ce qu'on appelle une bouture de tête. Je rentre pas dans les avantages et les inconvénients de faire l'un et l'autre, il y a des histoires de phytohormones et compagnie. C'est pas le but du truc. Mais voilà, un cutting, c'est vraiment un petit tronçon comme ça, ou plus long, mais enfin un petit tronçon de rameau, si vous voulez, nœud et interneux. Et une bouture de tête, c'est vraiment l'extrémité avec les nouvelles feuilles, bim, bim, en eau. Purée, j'en arrive à la fin. Mais en fait, ça va aller, hein. C'est juste que ça va très vite.
et que l'internaute qui m'a dit qu'il fallait que je prenne mon temps pour laisser les mots, bah la pauvre, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils prenaient des notes dans un carnet. Je sais, ça va aller vite. Mettez sur pause, hein. Mettez sur pause ou diminuez la vitesse, j'en sais rien, je sais pas. Dernier truc, quand on parle d'engraisser une plante, vous avez peut-être la vision d'un canard qu'on engraisse pour son foie, par exemple. On est pour, on n'est pas pour. Je ne lance pas un débat. Ou de Hansel et Gretel qui se font engraisser par la sorcière. Bon bref, bah ça, alors ça c'est pas vraiment la même chose, mais quand on parle d'engraissage d'une plante, bah, c'est le fait de lui donner de l'engrais tout simplement. Alors vous pouvez mettre de l'engrais au pied, ou vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'engraissage foliaire par pulvérisation au niveau des feuilles. Toujours pas guéri. Par pulvérisation, donc, au niveau des feuilles, je reprends, parce que vous le savez, maintenant, il y a des structures d'échange au niveau des feuilles qu'on appelle des stomates, des petits trous. Donc, quand vous engraissez, n'engraissez pas, ne pulvérisez pas que le dessus du limbe, hein, n'hésitez pas à engraisser également le dessous du limbe, la face abaxiale, si vous avez suivi, bravo. Parce que les engrais vont passer par là, par diffusion, et donc vont rentrer dans le système circulatoire de la plante, et donc ça va lui faire du bien. Sauf si vous dosez mal, et là, vous allez cramer votre plante. Bon, vraiment. Encore une fois, c'était pas le but de la vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle l'engraissage d'une plante. Je n'y crois pas, j'ai réussi. J'ai réussi. Et là, j'ai blablaté jusqu'à la fin, machin, et tout. Et c'est comme ça que je vais péter mon score, alors que vraiment, là, j'arrivais à moins de 40 minutes. Terrible. On a fait le tour du jargon. Désolée, j'ai un peu pris le TGV, mais parce que... c'est pas fifou non plus, c'est pas folichon, mais c'est nécessaire parfois quand même d'appeler un chat et de connaître la signification des mots. À nouveau, Monsieur Robert ne me contredira pas, je pense. Du coup, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà bravo. Quelle motivation! S'il y a des élèves qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, alors que vraiment je pense qu'authentiquement la plupart en ont rien à péter. Donc, soit vous m'adorez, soit vraiment vous ennuyez très fort. Mais vraiment, quoi qu'il en soit, je suis très admirative. Et bien, si vous avez regardé donc cette vidéo jusqu'au bout, mettez... mettez vocabulaire en commentaire. Ouais, je commençais à réfléchir à des noms de dictionnaires. Alors évidemment, j'aurais pu dire Monsieur Robert, mais enfin, il y a déjà des gens qui jasent, hein, Monsieur Robert. Je fais quand même une parenthèse, Monsieur Robert et moi, on est amis. Ça va aller, l'amitié fille-garçon, c'est possible. Hein. Enfin, s'il y en a qui ont encore des doutes, je vous dis, c'est possible. Donc, on est amis. Hein, voilà, amis, collègues. Donc, je vais pas mettre Monsieur Robert, mettez vocabulaire. Sinon, il y en a encore qui vont... Wouh, eh, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Mettez vocabulaire. Ça m'a tué la gueule, en fait. Hein, vraiment. Prochaine vidéo, du coup. Vidéo matos et yes. Voilà. En attendant, écoutez, je vais aller préparer les bagages pour les vacances. Comme ça, ce sera fait. Et je vous dis, bah, prenez soin de vous. Prenez soin de vos viands. Merci pour les bruitages de fin de... Oh, je crois que c'est le postier qui s'est cassé la tronche sur son vélo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Je vous dis à la prochaine, je vais aller voir.